Bienvenue sur le podcast du site mediatenfor.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Aujourd'hui, on aborde un sujet assez préoccupant pour la surveillance du climat. Il s'agit de la perte soudaine, et pour l'instant inexpliquée, du satellite Metansat. Il est devenu silencieux le 20 juin 2025. Ça faisait à peine 15 mois qu'il était en service, alors que sa mission devait durer 5 ans. C'est un vrai coup dur, parce qu'il ciblait un gaz à effet de serre particulièrement puissant. On va décortiquer tout ça avec notre spécialiste science, en s'appuyant sur l'article de mediatenfor.fr. Pour commencer, pourquoi est-ce que ce satellite Metansat était si attendu ? Qu'est-ce qu'il avait de si particulier ? Son importance, elle vient vraiment de sa cible, le méthane, le CH4. On parle beaucoup du CO2, bien sûr, mais il faut savoir que le méthane, sur une vingtaine d'années, il a un pouvoir de réchauffement qui est à peu près 80 fois supérieur. 80 fois, c'est énorme. Oui, c'est considérable. Et ces sources, elles sont de deux types. Bon, il y a les sources naturelles, comme les zones humides, par exemple, mais il y a aussi, et c'est là que ça nous concerne directement, les sources humaines. Les activités humaines, oui. Exactement. Principalement les fuites liées à l'extraction, au transport et même à la combustion du gaz naturel. Ce sont souvent des fuites qu'on ne voit pas, mais leur impact sur le climat est majeur. D'accord. 80 fois plus puissant, on comprend mieux pourquoi c'était si important de le suivre de près. Et Metansat, justement, comment il devait nous aider à repérer ces fuites ? C'était quoi sa spécificité ? Alors sa grande force, c'était vraiment de combler une lacune, un vide en fait dans l'observation depuis l'espace. Ah oui, ok. Oui, d'un côté on a des satellites, comme Sentinel-5 par exemple, qui ont une vue très large, mais avec moins de précision. Et de l'autre côté, on a des instruments qui vont zoomer sur des sites très précis, très localisés. D'accord. Et Metansat, lui, il faisait le lien entre les deux. Il pouvait cartographier de très grandes zones, comme des bassins pétroliers ou gaziers. D'accord. Une vision d'ensemble. Voilà. Et en même temps, il était capable de détecter des émissions sur des zones très petites. On parle de l'équivalent de 4 terrains de foot. 4 terrains de foot, c'est très précis ça. Extrêmement précis, oui. Avec une sensibilité remarquable, de l'ordre de 2 parties par milliard. 2 parties par milliard. Oui, c'était vraiment conçu pour traquer les émissions avec cette combinaison unique d'échelle, de couverture large et de finesse de détection. Une sensibilité incroyable, effectivement. Et son origine aussi était assez particulière pour un projet spatial, non ? Tout à fait. C'était pas une mission d'une agence spatiale classique, disons, comme la NASA ou l'ESA. Non. Là, le projet a été lancé et piloté par une ONG américaine, l'Environmental Defense Fund, l'EDF. Une ONG ? Oui. Et le financement aussi sortait un peu des clous. Il y a eu notamment un apport de 100 millions d'euros du Earth Fund de Jeff Bezos. Ah oui, d'accord. Le coût total du projet était de 74,5 millions d'euros. Donc ce modèle, piloté par une ONG, c'était une vraie expérience en soi. Une expérience pour voir si on pouvait surveiller l'industrie fossile différemment ? Exactement. Plus efficacement peut-être, avec plus de transparence, sans les filtres qu'on peut parfois imaginer avec des agences gouvernementales. Une expérience intéressante, mais qui a malheureusement tourné court. Revenons sur cette perte de contact. Qu'est-ce qu'on sait des circonstances ? C'est justement là que réside tout le mystère. Le 20 juin dernier, le satellite a simplement arrêté d'émettre. Brutalement. Oui, brutalement. Sans aucun signe avant-coureur. Aucune alerte technique, rien. Les équipes au sol, dirigées par Steven Hamburg de l'EDF, n'ont détecté aucune anomalie au préalable. C'est fou, il est juste devenu muet. Voilà. Il est devenu muet et malgré toutes les investigations menées depuis, la cause de cette défaillance reste inconnue aujourd'hui. C'est extrêmement frustrant, j'imagine. Est-ce que ça veut dire que tout le travail, les 15 mois de données collectées, sont perdus ? Non, et ça c'est quand même le point positif dans cette histoire. Les données qui ont été collectées pendant ces 15 mois, elles sont bien sauvegardées. Ah, heureusement ? Oui, et elles sont en cours d'analyse, et elles sont potentiellement très riches. On pense qu'elles pourraient révéler des milliers de fuites de méthane qui n'étaient pas connues jusqu'ici. Donc il y a quand même de la matière à exploiter. Énormément. Et surtout, les algorithmes qui ont été développés spécifiquement pour interpréter les mesures de Metansat, des algorithmes très pointus, eh bien eux ne sont pas perdus. D'accord. Ils représentent une avancée scientifique majeure et ils pourraient être adaptés pour analyser les données d'autres missions. Comme par exemple ? On pense par exemple au satellite japonais GOSAT-JW qui a été lancé fin juin et qui surveille aussi les gaz à effet de serre. Le savoir-faire n'est pas perdu. Donc, une partie de l'héritage est préservée, on peut dire. Malgré tout, quel impact cette disparition a sur la surveillance globale du méthane ?
L'impact est quand même bien réel. Il y a Riley Duran qui pilote un autre projet de surveillance, Carbon Mapper, qui parle d'un trou béant. Un trou béant. L'expression est forte. Oui, elle est forte et elle est juste, je pense. Ça signifie qu'aucun de notre instrument en orbite aujourd'hui ne peut offrir cette combinaison particulière que proposait Metensat. Couverture large et haute précision. Il y a un vide qui est créé. Exactement. D'autres projets, comme Carbon Mapper justement, vont apporter des informations, bien sûr, mais avec une approche différente. Ils verront de plus près, mais sur des zones moins étendues à chaque passage. Moins large donc. Oui, moins large. Cette vision d'ensemble spécifique à Metensat, elle, va manquer, c'est certain. Et puis, au-delà de l'aspect technique, il y a aussi ce que soulignait Paul Wennberg du Caltech, c'est l'innovation en termes de gouvernance qui est un peu touchée. Oui, le modèle ONG. Voilà. Cette initiative partait par une ONG qui misait sur la science ouverte, la transparence. C'était un modèle vraiment intéressant à suivre. Pour l'instant, l'EDF n'a pas annoncé de plan pour un Metensat 2. Je pense que l'heure est d'abord à l'analyse des données récupérées et à essayer de comprendre ce qui s'est passé avec cette panne. D'accord. Donc, pour résumer, si j'ai bien compris, Metensat, c'était un satellite avec des capacités assez uniques pour traquer le méthane, ce gaz à effet de serre très puissant. Il a été perdu bien trop tôt, après seulement 15 mois. Son approche était novatrice en combinant vision large et détection fine, et son modèle de gouvernance par une ONG aussi. Heureusement, les données acquises et les algorithmes développés restent précieux et exploitables. Mais sa disparition crée quand même un vide notable dans notre capacité à surveiller le méthane à l'échelle globale, même s'il y a d'autres missions. Et ça soulève une question pour l'avenir, au fond. Au-delà de la perte technique elle-même, cet incident nous interroge peut-être sur la robustesse de notre infrastructure d'observation du climat. Est-ce qu'on est trop dépendant de quelques technologies clés? Et comment on pourrait mieux assurer la continuité de ces mesures qui sont si importantes face à l'imprévu? Une réflexion à avoir. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur media24.fr.